Il y a ce sentiment universel que beaucoup d'entre nous connaissent un peu trop bien. Ouais, ce petit truc tenace. C'est ça. Cette petite voix coincée quelque part à l'arrière du crâne qui murmure constamment qu'on aurait pu faire, qu'on aurait pu faire plus. Oh, tellement mieux. Exactement. C'est un murmure qui accompagne le moindre projet rendu au travail, ou chaque repas préparé pour des amis. Même un simple mail envoyé. Mais oui. Et au final, ça finit par créer un épuisement mental qui est absolument redoutable. Totalement. Et le vrai piège, en fait, c'est que cette voix, elle nous a souvent récompensés par le passé. Avec des promotions, des félicitations, des bonnes notes. C'est le grand paradoxe. Voilà. Et c'est ce paradoxe qui nous rassemble pour cette exploration aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de me plonger là-dedans. C'est une excellente façon de poser le décor, je trouve. Et c'est d'ailleurs en plein dans le cœur du sujet de notre plongée au cœur de l'ouvrage Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, écrit par Laurence Roufouillet. Un livre vraiment marquant. L'idée de notre discussion, c'est vraiment d'offrir une présentation immersive de ce livre, pour permettre à ceux qui nous écoutent de saisir ces concepts majeurs. Parce qu'il y a de quoi faire. Oh que oui. C'est une réflexion qui vient percuter de plein fouet l'une de nos croyances sociétales les plus valorisées, en fait. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est que ce sujet s'adresse à un public qui est extrêmement large. C'est pas juste une petite niche. Ben non, on pense évidemment à tous les fameux bons élèves, tu sais, ceux qui ont toujours eu besoin de cette validation extérieure. Les accros au 20 sur 20. C'est ça. Mais ça touche aussi les hyper-contrôlants, ou plus simplement toute personne qui se sent aujourd'hui submergée par son propre niveau d'exigence. Que ce soit au bureau ou à la maison. Ouais. Pour boucler un dossier ou juste pour que le salon soit parfaitement rangé avant que les invités arrivent, on a tendance à brandir cette exigence comme une médaille. Comme une preuve absolue de notre valeur. C'est fou quand on y pense. Et c'est là toute la problématique centrale posée par l'autrice. Et si ce perfectionnisme que notre société perçoit si souvent comme une immense qualité ou une preuve d'ambition pure était en réalité notre pire ennemi? C'est la grande question. Et s'il s'agissait, contre toute attente, du plus grand frein à la véritable réussite et surtout d'une source inépuisable de souffrance silencieuse? Une vraie prison. Il faut bien comprendre que l'on parle ici d'une véritable prison dorée, oui. Ok, décortiquons un peu ça, parce que le perfectionnisme, on l'imagine souvent confiné aux grands projets professionnels, tu vois, aux artistes torturés ou aux athlètes de haut niveau. Au génie dans leur garage. Voilà. Mais dans le livre, on découvre à quel point il s'infiltre absolument partout, dans les scènes les plus banales du quotidien. Les plus intimes même. L'autrice raconte par exemple l'histoire de Paul et Nathalie, et c'est une scène à la fois drôle et terriblement tragique quand on s'y projette. Je vois très bien de laquelle tu parles. C'est dimanche matin, Paul se lève tôt, plein de bonnes intentions. Il prépare un feu de cheminée, il va au village acheter des croissants, il dresse joliment la table. Le matin parfait sur le pâtier. Il adore ce moment calme où il prépare tout pour faire plaisir à sa famille. Mais quand Nathalie, sa femme, se lève, la première chose qu'elle remarque, ce ne sont pas les flammes dans la cheminée, non, ce sont les croissants. Elle demande immédiatement pourquoi il n'est pas allé à la boulangerie habituelle en trouvant ceci un peu rassis. Aïe. Ensuite, elle entre dans la cuisine, elle remarque à la seconde les capsules de café usagées abandonnées près de la machine. Et elle s'agace de ce qu'elle appelle un bazar innommable. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce mécanisme mental détruit instantanément l'instant présent. C'est foudroyant. Le cerveau perfectionniste agit comme un véritable radar à défaut. Il ne voit pas la chaleur du feu de cheminée, il ne perçoit pas l'intention aimante de son partenaire. Il est focalisé sur la miette de travers. Il scanne en permanence son environnement pour détecter ce qui cloche, la petite anomalie dans le tableau. C'est une incapacité totale à profiter de ce qui est assez bien. C'est un radar cassé qui ne bip que sur le négatif, en fait. Exactement. Et la scène empire. Leur fille adolescente, Églantine, débarque en râlant parce qu'il n'y a pas ses céréales préférées dans le placard. Évidemment. Elle part manger son fameux croissant sous sa couette en semant des miettes sur la moquette. Ce qui va rendre Paul fou. Mais totalement, ça exaspère Paul à son tour. Il se met à la critiquer vertement sur le rangement de sa chambre et ses récentes notes au lycée. L'escalade classique. Résultat des courses, en quelques minutes à peine, une matinée dominicale censée être idyllique se transforme en un conflit familial totalement absurde. Où tout le monde est sur la défensive. Tout à fait. Cette anecdote du quotidien illustre un point crucial. Le tyran intérieur du perfectionniste s'exerce sur lui-même, mais il déborde inévitablement sur les autres. On irradie notre stress. On impose nos standards impossibles à notre entourage. L'autrice distingue d'ailleurs deux formes d'excès très claires pour catégoriser cela. Vas-y, je t'écoute. D'un côté, il y a le perfectionnisme quantitatif. C'est l'obsession du volume, la tendance à vouloir en faire toujours plus, à remplir le moindre espace vide dans l'agenda. Le fameux toujours plus. Et de l'autre, il y a le perfectionnisme qualitatif, qui est la quête de la perfection absolue dans l'exécution. Celui-là est redoutable.
Encore plus pernicieux, oui, car sa ligne d'arrivée recule à mesure qu'on s'en approche, la perfection absolue n'existe tout simplement pas. Le livre donne d'ailleurs un exemple saisissant de ce perfectionnisme quantitatif poussé à l'extrême avec le personnage de Karine. Ah, Karine, oui, c'est un cas d'école. C'est une manager qui vient d'être promue et qui s'inflige des journées de 10 heures minimum. Et encore, c'est quand elle s'arrête. Elle consulte ses emails professionnels à 3 heures du matin quand elle fait des insomnies. Elle critique son équipe qu'elle juge secrètement incompétente parce qu'ils partent à 18 heures. L'horreur pour l'équipe. Mais le plus fou, c'est dans sa vie personnelle. C'est une course contre la montre permanente. Elle en arrive à appeler sa babysitter de 20 ans au téléphone pour lui dicter une liste de tâches interminables. Alors qu'elle a déjà laissé un mot. Ouais, elle lui rappelle qu'elle a laissé un mémo ultra détaillé scotché sur le frigo, rédigé à 6 heures du matin. Honnêtement, imaginons une étudiante de 20 ans qui reçoit un brief de type multinational juste pour mettre un enfant au lit et lui faire des coquillettes. C'est l'épuisement total pour tout le monde. C'est intenable. Si on relie ça à une vision plus globale, on en vient naturellement à se demander d'où vient cette obsession étouffante de l'excellence et du microcontrôle. D'où ça sort ce truc, hein? Et l'ouvrage nous apporte une perspective très déculpabilisante. Ce n'est pas génétique. Nous ne naissons pas perfectionnistes. C'est rassurant. C'est un comportement adaptatif que nous adoptons et que nous renforçons très souvent dans l'enfance par le biais de ce que l'analyse psychologique appelle des drivers ou des pilotes automatiques. J'aime beaucoup cette image de pilote automatique. C'est très visuel. Ce sont ces espèces de petits programmes en arrière-plan qui tournent dans notre cerveau sans qu'on s'en rende compte et qui dictent nos réactions. Le livre en détaille 5 principaux. Et je parie que quiconque nous écoute va s'y reconnaître dans au moins l'un d'eux. C'est garanti. Prenons le temps de les regarder de plus près. D'abord, il y a le fameux « Dépêche-toi » du CAF. L'urgence permanente. C'est ce programme qui crée une urgence artificielle. La personne qui trépigne devant son micro-ondes ou qui a l'impression que se poser sur un canapé est un crime contre la productivité. Coupable. Ensuite, Le soi parfait. qui interdit la moindre rature, la moindre faille. Puis vient le soi fort. Ah, celui-là, il fait des dégâts. Une injonction terrible qui pousse à ignorer les signaux de détresse de son propre corps, à ravaler ses larmes ou sa fatigue pour ne jamais paraître vulnérable. Surtout pas de faiblesse. On trouve aussi le fait plaisir, le pilote automatique de ceux qui s'oublient totalement, qui disent toujours oui pour satisfaire les attentes d'autrui au détriment de leurs propres besoins. Toujours faire passer des autres avant. Alors, Il faut en baver, quoi. il faut que ça saigne pour que ça compte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'ouvrage ne se contente pas de lister ces injonctions de manière théorique, Non, il les incarne. il les relie à des trajectoires de vie très concrètes. On découvre par exemple le cas d'Astrid. La brillante ingénieure. Exactement. L'autrice nous la présente comme une ingénieure brillante dans l'industrie. Sur le papier, c'est la réussite totale. Mais secrètement, depuis l'enfance, elle a toujours rêvé d'être institutrice. Un rêve complètement étouffé. Sacrifier sa propre vocation sur l'autel de la fierté parentale. C'est ce que les psychologues identifient comme le syndrome de la bonne élève. Astrid est pilotée par le « fait plaisir » et le « soi parfait ». Elle coche toutes les cases. Elle a appris très tôt que l'amour ou l'attention qu'elle recevait était conditionnel. Il dépendait de ses bulletins de notes et de son prestige académique. C'est lourd à porter. Pour elle, réussir ne signifie pas s'épanouir, cela signifie obtenir une validation externe pour se sentir exister, même au prix d'une immense frustration intérieure, qui finit souvent en burn-out ou en crise de la quarantaine. Il y a un autre profil très marquant dans le livre, c'est celui de Serge. Lui, c'est l'homme qui a magnifiquement réussi financièrement. Le cliché de la réussite matérielle. Il collectionne les montres de luxe, il roule en Porsche, mais paradoxalement, il est incapable d'être apaisé. Il passe son temps à rabaisser sa femme Valérie sur des détails domestiques insignifiants. Toujours dans le contrôle. Derrière cette façade de réussite matérielle et d'arrogance, l'autrice pointe vers une explication beaucoup plus profonde, n'est-ce pas, Evelyne? Tout à fait. Pour analyser le comportement de Serge, l'ouvrage s'appuie sur le concept des transclasses, théorisé par la philosophe Chantal Jacquet. C'est un angle passionnant. C'est une clé de lecture brillante. Imaginons Serge enfant. Il vient d'un milieu social très modeste, marqué par la faillite, les huissiers et surtout par la honte sociale. Une blessure profonde. Son hyper-exigence d'aujourd'hui, son besoin viscéral d'exhiber des signes extérieurs de richesse irréprochable, ce n'est pas juste du matérialisme. C'est une protection. C'est une armure lourde qu'il a forgée pour compenser cette blessure d'enfance originelle. C'est une revanche sociale qui, malheureusement, s'est transformée en une prison dorée, où la moindre rayure sur la carrosserie de sa voiture menace de réveiller la honte du petit garçon qu'il était. C'est fou de réaliser que cette obsession de la perfection est en fait un bouclier contre la vulnérabilité.
On comprend mieux comment ces pilotes automatiques siphonnent notre énergie. C'est un épuisement continu. Si on reprend l'analogie de l'informatique, c'est comme avoir 50 applications gourmandes ouvertes en même temps sur son téléphone. La batterie fond. Et la conséquence directe de ce fonctionnement, c'est cette fameuse charge mentale. Le cerveau qui turbine non-stop. Le cerveau d'un perfectionniste ne connaît jamais le mode veille. Soit il rumine le passé pour analyser ce qu'il aurait dû dire à telle réunion, soit il anticipe frénétiquement l'avenir pour baliser tous les risques possibles et imaginables d'un projet qui a lieu dans 6 mois. C'est un processeur en perpétuelle surchauffe. Et ce qui est terrible, c'est que cette saturation génère une instabilité émotionnelle constante. Des montagnes russes. Quand on observe un perfectionniste, on remarque qu'il oscille principalement entre deux émotions primaires très intenses. Lesquelles, tu dirais? D'un côté, la peur viscérale de l'échec, du jugement, de ne pas être à la hauteur, qui se manifeste par un stress chronique et de l'anxiété. Le fameux syndrome de l'imposteur n'est jamais loin. Et de l'autre côté, on en parle moins, il y a la colère. Une colère sourde qui se traduit par de l'impatience, de l'irritabilité et un agacement constant envers le reste du monde qui fatalement ne respecte pas ces standards impossibles. Si je fais tous ces efforts, pourquoi les autres sont-ils si négligents? C'est souvent ça la phrase. Exactement. Et pour nous aider à visualiser ce qui se passe dans notre tête à ces moments-là, l'ouvrage convoque un concept fascinant, l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Un grand classique de la psychologie. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de doctorat en psychologie, comment on peut se représenter ça de façon simple? L'analyse transactionnelle, pour faire très simple, modélise les différentes voies ou états qui cohabitent dans notre personnalité. Un peu comme le film Vice-Versa. C'est une excellente comparaison. Dans le cas du perfectionniste, tout se joue souvent dans une dynamique très précise. Il agit depuis l'état de l'enfant adapté. D'accord? Imaginez un petit garçon et une petite fille terrifiés à l'idée d'avoir une mauvaise note, qui cherchent désespérément à se conformer. Le bon élève apeuré. Et face à cet enfant à l'intérieur même de la tête de la personne, il y a le parent normatif. Le juge. C'est comme un directeur d'école ultra sévère, rigide, qui vit dans votre esprit 24 heures sur 24 et qui note le moindre de vos faits et gestes avec un stylo rouge. L'enfer. Sous le regard de ce juge interne impitoyable, l'individu s'oublie totalement. Il ne fait plus son travail par passion ou ses tâches ménagères par envie d'un bel espace. Il le fait juste par peur. Uniquement par peur de la réprimande de son propre directeur d'école intérieur. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous concrètement? Parce que c'est bien beau de comprendre qu'on héberge un directeur d'école tyrannique dans notre crâne, mais la promesse de ce livre, c'est surtout de nous donner des moyens de le mettre à la retraite. Heureusement, oui. Comment on fait en pratique pour débrancher ces pilotes automatiques et faire baisser cette pression qu'on s'inflige tous les jours? La première étape, avant même d'essayer de changer ses comportements, c'est de faire retomber la température du processeur, De refroidir la machine. de vider cette fameuse charge mentale. Pour cela, l'autrice recommande une technique extrêmement concrète, les 3 pages du soir. En quoi ça consiste? L'idée est de prendre un carnet et d'écrire sans aucun filtre, sans s'arrêter jusqu'à remplir 3 pages. Un journal intime. Attention, il ne s'agit pas de tenir un beau journal intime avec de la belle littérature ou de faire de la philosophie. C'est un exercice de vidange mécanique. On purge le système. On transfère physiquement les ruminations, les listes de tâches angoissantes, la colère contre le collègue directement du cerveau vers le papier. C'est un acte de délestage émotionnel pur. Pas besoin de vérifier l'orthographe, on jette tout sur le papier. J'aime beaucoup cette approche pragmatique. Ça libère une bande passante incroyable. Mais alors, il y a un autre outil dans le livre qui m'a fait bondir et qui va probablement donner des sueurs froides à tous les hypercontrôlants qui nous écoutent. Je sens qu'on va parler des fameux 80%. C'est l'application de la règle des 80%. On va être honnête, dire à un perfectionniste ambitieux de viser seulement 80%, ça semble un appel pur et simple à la médiocrité. C'est souvent perçu comme ça. Si je dis à mon patron que j'ai fini mon dossier à 80%, je risque ma place, non? Comment on peut justifier de baisser ses standards à ce point? C'est la réaction typique et elle est tout à fait compréhensible. L'idée de s'arrêter à 80% déclenche toutes nos alarmes internes. Mais il y a une logique derrière. Une logique implacable, très proche du principe de Pareto. Une tâche accomplie à 80%, ce n'est pas un travail bâclé. C'est un travail qui est déjà fonctionnel, pertinent et largement au-dessus de la moyenne. C'est déjà du très bon boulot en fait. Le vrai problème, c'est la rentabilité de notre énergie. Pour passer de ces 80% excellents aux 100% de la perfection illusoire, il ne faut pas 20% d'efforts en plus. Ah non.
Il faut investir 150% de son énergie vitale pour aligner les marges au millimètre, reformuler une phrase 10 fois ou vérifier un fichier Excel pour la 5e fois. C'est un puits sans fond qui mène au burn-out. L'objectif est de s'approprier le fameux adage « Done is better than perfect ». Mieux vaut fait que parfait. J'adore cette phrase. C'est accepter de livrer un excellent travail et de garder l'énergie restante pour sa santé mentale, sa famille ou son prochain projet. Vu sous l'angle du retour sur investissement énergétique, c'est vrai que s'épuiser pour ajuster une police d'écriture sur un diaporama que personne ne remarquera, c'est un non-sens. Absolument. Mais si la règle des 80% fait peur, que dire du défi suivant proposé par l'autrice? Elle suggère ni plus ni moins de se confronter volontairement à un petit échec. De faire exprès de rater. Faire une faute de frappe intentionnelle dans un email sans gravité, oublier d'acheter l'ingrédient principal pour le dîner et improviser, ou laisser une coquille dans un compte-rendu. Rien que d'en parler, ça donne des palpitations. Cela soulève une question importante sur la façon dont nous percevons les conséquences de nos actes. Pourquoi l'autrice propose-t-elle cette véritable thérapie d'exposition? Pour se désensibiliser. Exactement. Parce qu'il faut créer une jurisprudence, une preuve tangible, pour faire taire ce directeur d'école intérieur. Prouver qu'on ne va pas mourir. Le perfectionniste est persuadé que s'il trébuche, le monde va s'effondrer et il sera rejeté. En faisant exprès de commettre une petite erreur, on fait l'expérience viscérale d'une chose merveilleuse. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Personne n'a remarqué la coquille. Votre collègue ne vous déteste pas soudainement pour une faute de frappe. Souvent, les autres ne remarquent même pas l'erreur. Ou s'ils la remarquent, ils la minimisent. C'est vrai qu'on est souvent notre pire juge. Mieux encore, ils nous trouvent soudainement plus sympathiques, plus accessibles, plus humains. L'erreur crée de la résonance émotionnelle. On devient plus abordable. C'est une façon de prouver à notre cerveau que l'amour, le respect et l'estime des autres ne sont absolument pas conditionnés par notre infaillibilité robotique. Leur perfection comme outil de connexion sociale, c'est un renversement de perspective fabuleux. Ça casse le mythe de l'armure parfaite qui, au final, crée une distance glaciale avec les autres. Une armure, ça isole. D'ailleurs, quand on aborde l'idée de se soigner du perfectionnisme, on entend souvent le grand classique du développement personnel qui dit « pensez à vous d'abord ». Le conseil classique. Mais le livre fait une nuance redoutable. Il prévient que dire « moi d'abord » à un perfectionniste, en particulier ceux pilotés par le fameux « fait plaisir », ça ne marche jamais. Au contraire, ça les braque. Ça déclenche un tsunami de culpabilité parce que le cerveau l'interprète comme de l'égoïsme pur et dur. C'est la clé de voûte émotionnelle de cette transformation. Il faut contourner ce piège de la culpabilité. L'autrice propose de remplacer ce « moi d'abord » qui sonne de manière très agressive pour notre juge intérieur par un concept beaucoup plus doux, englobant et acceptable. « Moi aussi ». Moi aussi, c'est puissant. Cette simple nuance sémantique change tout. Il ne s'agit pas de devenir un tyran narcissique qui écrase les autres, de refuser d'aider ses collègues ou d'ignorer sa famille. Ce n'est pas être égoïste. Il s'agit simplement de s'asseoir à la même table qu'eux, de s'accorder la même importance, la même indulgence face à l'erreur et le même droit sacré au repos qu'aux personnes que l'on aime et que l'on protège. C'est s'inclure enfin dans son propre cercle de bienveillance. Tout simplement. Passer du sacrifice au moi, aussi, c'est tellement plus apaisant. Et cette bienveillance envers soi-même, c'est ce qui permet ensuite de se reconnecter à ce que l'ouvrage appelle nos vrais besoins profonds. Ce qu'on veut vraiment. Quand on éteint la voix du directeur d'école, on peut enfin écouter ce qui nous fait vibrer. L'autrice propose par exemple de créer sa propre liste d'envies. Mais pas n'importe laquelle. Non, pas une liste basée sur ce qui serait prestigieux sur un profil LinkedIn ou ce qui validerait notre statut social auprès des voisins. Une liste d'envies authentiques, intuitives, parfois un peu chaotiques ou joyeusement inutiles. Parce que l'objectif ultime de cette démarche, et c'est crucial de le préciser pour ceux qui nous écoutent et qui sont très ambitieux, ce n'est pas de devenir paresseux ou de renoncer à accomplir de grandes choses. Le but n'est pas de tout lâcher. C'est de remplacer l'excellence stérile et angoissée par la recherche de ce que le célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a théorisé sous le nom de flow. Cet état magique de concentration. L'état de flow, c'est cet état de grâce où l'on est tellement immergé et passionné par une activité que l'on perd totalement la notion du temps et surtout la notion de jugement. On ne se regarde plus faire. On ne fait plus les choses pour être parfait aux yeux du monde. On les fait parce que l'action elle-même est nourrissante. Et ça, c'est le vrai moteur. Et pour cheminer vers cet état, pour retirer cette lourde armure plaque par plaque, la méthode recommandée est celle des
petit pas, le Kaizen. Vouloir éradiquer son perfectionnisme du jour au lendemain de façon parfaite et radicale, c'est encore faire preuve de perfectionnisme. Le comble absolu. Le Kaizen nous invite à avancer millimètre par millimètre. Laisser traîner une tasse, un soir. Envoyer un mail sans le relire 3 fois. Célébrer chaque petite victoire sur le contrôle. C'est vraiment une libération progressive. C'est une discussion qui renverse pas mal de nos certitudes. En fin de compte, se libérer du perfectionnisme, ce n'est pas du tout une incitation à la négligence. C'est même l'inverse. C'est une réappropriation de soi. C'est reprendre la maîtrise de son énergie vitale pour arrêter de la gaspiller dans des détails invisibles et stériles. C'est faire la paix avec ce tyran intérieur pour en faire un allié. Exactement. Et c'est accepter que c'est précisément dans les espaces laissés par l'imperfection que peuvent s'infiltrer la créativité, la spontanéité et les liens humains les plus profonds. Et pour ceux qui, au fil de notre discussion, ont reconnu cette petite voix familière, l'ouvrage de Laurence Roufouillet est un outil d'accompagnement précieux. Une vraie boîte à outils. Il n'est pas qu'une analyse clinique. Il regorge d'exercices pratiques, de tests et de défis graduels pour se reprogrammer en douceur. Il nous rappelle aussi à travers de multiples exemples qu'il existe des figures historiques immenses de Charlie Chaplin à Simone Veil qui ont accompli des œuvres extraordinaires sans jamais se laisser paralyser par la nécessité d'être parfait dès le premier essai. Des modèles inspirants. C'est une lecture qui remet fondamentalement en perspective notre définition même de ce qu'est la réussite. Ce fut une exploration remarquablement dense et éclairante. On ressort de cette discussion avec une réelle envie de s'approprier ces outils, de s'autoriser le fameux « moi aussi » et bien sûr de se plonger dans la lecture intégrale de cet ouvrage pour désamorcer une fois pour toutes nos propres pilotes automatiques. Si on y réfléchit bien, si ce perfectionnisme est en réalité une armure lourde, rigide et épuisante que nous avons patiemment forgée au fil du temps pour nous protéger du jugement des autres et de notre propre sentiment d'insécurité. Quelle chose magnifique, authentique, audacieuse et joyeusement désordonnée serions-nous capables d'accomplir si nous décidions juste pour aujourd'hui de poser cette armure dans un coin